aura fallu pas moins de 14 heures de délibération, mais la sentence a fini par tomber. Dzhokhar Tsarnaev, l'un des deux auteurs des attentats du marathon de Boston, est condamné à la peine de mort. Le 15 avril 2013, alors que des milliers de personnes s'étaient réunies pour voir les coureurs franchir la ligne d'arrivée, deux bombes explosent. Trois personnes sont tuées et 260 autres blessées. Très vite, les suspects sont identifiés. Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev, deux frères d'origine tchétchène, sont aperçus sur les caméras de surveillance. Pendant les 4 jours qui suivent l'attentat, la police de Boston s'engage alors dans une chasse à l'homme sans précédent pour traquer les deux hommes. Dans une ville placée sous total couvre-feu, Tamerlan est alors abattu par la police. Son jeune frère, lui, est arrêté. La peine de mort devrait être officiellement prononcée en juin, mais l'affaire est loin d'être classée. La défense devrait faire appel pour tenter d'annuler l'exécution. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène à Boston. Bonsoir, bienvenue, nouveau numéro de Focus. On vous emmène ce soir à Boston, la capitale du Massachusetts. La sentence est tombée la semaine dernière. Dzhokhar Tsarnaev, l'auteur de l'attentat du marathon, a été condamné à mort. Une décision de justice qui relance le débat sur la peine capitale dans une Amérique où l'abolitionnisme ne cesse de progresser. Eric Levinson est journaliste pour le site d'information boston.com. Il est avec nous ce soir pour nous éclairer sur cette situation. Bonsoir Eric. Hey, bonjour. Alors le verdict a été rendu, mais la défense entend se battre pour éviter qu'elle ne soit appliquée. Est-ce que vous pensez que les avocats peuvent être entendus ? Eh bien, toute sentence de peine de mort passe en appel automatiquement, donc le cas passera en cour d'appel et il se pourrait même qu'il passe à la Cour suprême. Cela prendra beaucoup de temps, mais il est difficile de dire si la sentence sera annulée ou ajustée pour le moment. Alors, dans l'État du Massachusetts, la dernière exécution remonte à 1947. C'est un État qui a aboli la peine de mort en 1984. Comment on explique ce revirement ? Eh bien, c'est un procès fédéral qui se déroule dans le Massachusetts. Donc, le gouvernement fédéral peut imposer la peine de mort même si elle a été bannie dans cet État. Le gouvernement fédéral n'a pas condamné de prisonniers à mort depuis 2003 et l'État du Massachusetts depuis 40 ou 50 ans. Donc, c'est au gouvernement fédéral que l'appel sera fait et non au gouvernement du Massachusetts qui n'a pas la peine de mort. Eric, comment vous expliquez que les Bostoniens, en tout cas la plupart d'entre eux, sont opposés à cette sentence ? Eh bien, vous savez, dans le Massachusetts, il y a très peu de soutien pour la peine de mort. Il y a beaucoup de gens catholiques ici et ils croient en la vie et ne soutiennent pas le concept de la peine de mort. Et puis, il y a ceux qui disent que s'il est condamné à mort, il y aura des années d'appel et il fera les grands titres des journaux. Mais s'il était condamné à passer sa vie en prison, il disparaîtra dans une cellule sombre dans la prison à haute sécurité du Colorado. Donc je pense qu'en général, les gens dans le Massachusetts veulent simplement en finir avec ça. Revenons un instant, Eric, sur l'attentat. Comment vous expliquez que les frères Tsarnaev ont réussi à passer sous les radars du renseignement américain ? Eh bien, ils avaient été l'objet d'une enquête du FBI il y a quelques années. Le grand frère, Tamerlan Tsarnaev, avait été en Russie et les services secrets russes avaient prévenu le FBI qu'il fallait suivre ce jeune homme de plus près. Le FBI a fait ses recherches, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont dit au tribunal qu'ils n'avaient pas de preuves de quoi que ce soit, mais qu'ils ont gardé un œil sur lui. Ils ont dit que c'était un cas de terrorisme local et qu'on ne peut pas enquêter sur chaque personne partout dans le monde. Merci Eric Levinson. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site boston.com. Merci beaucoup. David Jacobs est l'éditeur de l'hebdomadaire Boston Current. Le jour de l'attentat, il a eu beaucoup de chance parce qu'il n'était qu'à 20 mètres du lieu de l'explosion et il a accepté de témoigner pour nous ce soir. Bonsoir David, merci d'être avec nous. Quel souvenir vous gardez de cette journée du 15 avril 2013, David ? I publish a weekly newspaper in Boston. Je travaille dans un journal hebdomadaire ici à Boston, donc j'étais dehors en train de couvrir le marathon. J'étais de l'autre côté de la rue lorsque la première explosion a eu lieu. Je me souviens du bruit que ça a fait.
La municipalité de Boston a fait des travaux souterrains dans les égouts de la ville 10 jours avant le marathon. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était que quelque chose n'avait pas fonctionné et malheureusement ça a explosé pendant un événement mondialement connu. Et puis, quand j'ai vu la fumée et j'ai pu sentir l'odeur, j'ai compris qu'une bombe avait explosé. Je me demandais qui était responsable. Que faisiez-vous précisément, David, au moment où vous avez réalisé qu'il s'agissait probablement d'un attentat terroriste ? Je ne sais pas si c'était mon instinct de journaliste, mais automatiquement, j'ai couru vers l'explosion pour voir ce qu'il se passait et voir si je pouvais être utile d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que cet attentat a changé dans le quotidien des Bostoniens, selon vous ? Bien sûr, il y a eu le choc. Nous avons traversé une période de deuil, mais nous sommes un peuple très fort et comme on le voit en Israël par exemple, si on laisse le terrorisme influencer notre vie, cela voudrait dire qu'ils ont gagné. Alors vous avez mentionné Israël, est-ce que vous diriez qu'à Boston, comme à Tel Aviv ou à Jérusalem, les Bostoniens vivent avec la menace terroriste finalement ? Je ne dirais pas que nous sommes en état d'alerte, mais je dirais plutôt sensible. Mais nous vivons dans la peur ? Non. Et il faut dire qu'il y aurait pu avoir bien plus de victimes de cet attentat au marathon si nos forces de l'ordre n'étaient pas arrivées sur place aussi vite. Il n'y a pas eu de panique, l'évacuation était très organisée. Les gens à qui j'ai parlé à Boston pensent en général que nous sommes entre de bonnes mains. David Jacobs, merci pour ce témoignage très personnel de l'attentat de Boston. Merci. Allez, les toutes dernières infos en provenance de Boston, c'est tout de suite en bref et en images et c'est signé Daniel Ziri. La ville de Boston a déposé sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. Le Comité olympique des États-Unis a choisi la ville comme candidate nationale, mais l'annonce officielle devrait avoir lieu avant la date butoir du 15 septembre. Plusieurs villes internationales comme Rome et Hambourg sont déjà dans la course. La décision quant à la ville gagnante pour 2024 devrait être prise en 2017. Boston figure parmi le top 10 des villes les plus saines du monde. La ville est placée à la 9e place dans le classement de l'American College of Sports Medicine, après Washington, Minneapolis et San Diego. Le classement est basé sur plusieurs indices de santé comme le taux de tabagisme, d'asthme et de maladies cardiaques, ainsi que sur l'accès à des fruits et légumes locaux. La journaliste du Boston Globe, Kathleen Kingsbury, s'est vue décerner un prix Pulitzer la semaine dernière. Kingsbury, en charge de la section idées du journal, a reçu le prix pour ses articles sur la difficulté économique des restaurateurs de Boston. Le prix représente le 24e Pulitzer de l'histoire du Boston Globe. Des milliers de personnes, dont des forces de police et des dirigeants politiques, se sont réunis à Boston pour la marche annuelle de la paix organisée le jour de la fête des mères dans la ville. L'événement a lieu chaque année depuis 1996 et est organisé par la mère d'un jeune homme tué lors d'un rallye anti-violence à Boston en 1993. Un robot développé par la compagnie bostonienne Rethink Robotics a appris à faire de la salade en regardant une vidéo YouTube. Le robot, surnommé Julia Child, peut également résoudre un Rubik's Cube, préparer du café et même faire des tours de magie. Le robot a pour but de collaborer avec les humains dans des usines partout dans le monde. Boston est aussi connu pour l'excellence de ses universités. Tenez, savez-vous quel est le point commun entre Barack Obama, Nathalie Portman et Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook ? Vous savez pas ? Eh bien, tous les trois ont étudié à Harvard, dans la plus vieille université des États-Unis. Et ces étudiants en sont si fiers qu'ils proposent même des visites guidées sur le campus. Émilie, une étudiante d'Harvard, nous y attend avec son chapeau et son t-shirt. Bonjour Émilie. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, excepté évidemment la qualité de l'enseignement à Harvard, qu'est-ce qui rend les études aussi trépidantes ? Pour moi, ce sont les professeurs. Les professeurs sont des leaders dans leur domaine. Ce sont des gens incroyables qui s'investissent pour aider leurs étudiants. On peut les appeler n'importe quand, ils sont disponibles pour nous aider avec nos devoirs, pour discuter. C'est incroyable de pouvoir travailler avec eux. Émilie, racontez-nous un peu l'histoire du bâtiment qui se trouve juste là, derrière vous. Eh bien, je me trouve devant Memorial Hall qui a été construit pour honorer les étudiants d'Harvard morts au combat pendant la guerre civile américaine. Il sert aussi de salle à manger pour les premières années.
Ah, c'est impressionnant, pas moins de 45 prix Nobel ont étudié à Harvard. Est-ce que vous avez recensé d'autres personnalités célèbres qui ont étudié sur votre campus? Eh bien voyons, il y a eu Bill Gates, qui est la seule personne qui a eu un diplôme sans avoir terminé ses études. On a eu Matt Damon, qui lui aussi n'a pas terminé ses études, mais a beaucoup de succès. Nathalie Portman, Tommy Lee Jones, donc pas mal de gens exceptionnels. Émilie, est-ce qu'il y a des traditions spécifiques à l'université d'Harvard? Des traditions d'Harvard, il y en a absolument. Je vais vous parler de l'une d'entre elles. Nos examens sont très stressants, donc le dernier soir, avant que la période d'examen ne commence, les étudiants se rassemblent autour de la statue de John Harvard et ils crient très très fort et courent partout dans le jardin, complètement nus. Donc une tradition très intéressante, on peut dire ici à Harvard. Et quelle est l'histoire préférée que vous aimez raconter à ceux qui viennent visiter votre université? Mon histoire préférée serait l'histoire des femmes ici à Harvard. Les femmes ne pouvaient pas étudier ici jusqu'en 1879 lorsque Radcliffe College a été construit à 10 minutes d'ici. Les femmes ont étudié là-bas jusque dans la Deuxième Guerre mondiale et c'était alors la première fois qu'elles étudiaient ici à Harvard. Elles recevaient des diplômes différents de ceux des hommes jusqu'en 1999. Donc c'est une partie très intéressante de l'histoire d'Harvard. Et votre coin favori à vous sur le campus, c'est lequel? Mon coin préféré est ici, à Memorial Hall. Mais il y a aussi la statue de John Harvard qui est très célèbre. C'est la 3e statue la plus photographiée aux États-Unis, mais je vais vous dire un petit secret. Il y a 3 erreurs sur le devant de la statue. Déjà, John Harvard n'était pas le fondateur, même s'il est écrit qu'il l'était. Il y a aussi écrit 1638, mais Harvard a été fondé en 1636. Et l'homme de la statue n'est pas John Harvard. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, les portraits de John Harvard ont été détruits dans un grand incendie. Donc, lorsqu'ils ont créé la statue, les sculpteurs ont demandé aux descendants de l'un de nos présidents de servir de modèle. Émilie, en direct du campus d'Harvard, merci beaucoup pour toutes ces explications et bonnes études. Un concert de musique classique dans votre salon, y avez-vous déjà songé à Boston? En tout cas, c'est possible, notamment grâce au Group Muse, un réseau social créé il y a 2 ans par des jeunes geeks de Boston qui vous proposent d'organiser un concert de musique classique dans votre salon. L'objectif, démocratiser la musique classique et la rendre plus accessible pour les jeunes. On est en ligne avec Ezra Veller, c'est l'un des fondateurs de ce réseau social, Group Muse. Bonsoir Ezra. Bonsoir, ravi d'être là. Alors racontez-nous d'abord comment est née l'idée de ce projet. Eh bien, ça a commencé lorsque Sam, le fondateur, était à Boston. Il venait de finir ses études et il allait à des fêtes avec ses amis musiciens qui jouaient de la musique à ces fêtes. C'était quelque chose de très naturel pour eux. Sam a pensé que c'était quelque chose que beaucoup de gens trouvaient sympathique et qu'il fallait trouver un moyen d'offrir ça à tout le monde. Pour ma part, j'étais musicien et j'étais dans une phase de ma vie où je me demandais qu'est-ce qu'un musicien peut faire de nos jours, surtout quelqu'un qui a étudié la musique classique. Je me demandais comment rendre ça pertinent pour la société d'aujourd'hui. Un ami commun nous a présenté et c'est comme ça que tout a commencé. Alors si je voulais demain organiser un concert de musique classique dans mon propre salon, comment devrais-je m'y prendre? Expliquez-nous. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur groupmuse.com et de cliquer sur Host. Et à partir de là, vous pouvez entrer la date à laquelle vous voulez faire l'événement, sa taille et d'autres détails comme ceci. Et de l'autre côté, un musicien va voir votre demande et va se proposer pour jouer à votre concert. Une fois que le lien est fait, toute la communauté peut voir l'événement, vous pouvez inviter vos amis, etc. Alors concert chez les particuliers, mais également concert dans les entreprises. Je crois que vous avez fait un concert à Google. Oui, nous avons joué dans beaucoup d'endroits différents, des hangars, des galeries d'art, des cafés. Mais le mieux, c'était vraiment les salons privés. C'est là qu'on a une ambiance de communauté. Les autres endroits sont aussi géniaux, mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans votre salon. Comment vous expliquez que ce projet soit né à Boston, aux États-Unis, et pas ailleurs?
Je pense que les gens à Boston sont très intéressés par le concept, mais c'est aussi de là que nous venons et c'est ici que nous nous sommes rencontrés. Mais je pense que c'est vraiment aussi une très bonne ville pour commencer ce projet, parce qu'à Boston, il y a un bon mélange d'étudiants, de jeunes, de familles. Les quartiers sont aussi très variés, la ville n'est pas trop grande, donc nous avons appris beaucoup de choses très rapidement. C'est aussi tout près de New York, qui est une très grande ville, donc c'était aussi facile pour nous d'y accéder. Donc oui, Boston était un très bon endroit pour commencer tout ça. Vous pensez que ce projet peut s'étendre à d'autres villes aux États-Unis ou ailleurs? Alors les trois villes principales sont Boston, New York et San Francisco, mais nous sommes aussi très ouverts aux possibilités pour ceux qui veulent commencer un groupe news dans leur ville. Il y a quelqu'un qui l'a fait à Seattle cette année, ça se passe très bien. Il y a des gens qui ont commencé à faire ça à Stockholm en Suède et à Berlin. Nous sommes très contents d'étendre notre plateforme pour que les gens y aient accès où qu'ils soient. Ezra Veller, cofondateur de Group News, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à Boston. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.